Salut, c'est Thomas et aujourd'hui une petite news créative autour d'une annonce apparue voilà, ce jour. L'annonce de Snapmaker qui présente sa nouvelle imprimante 3D multicouleur, la U1. Alors Snapmaker, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une de leurs machines, la Snapmaker 2.0. C'est un fabricant d'imprimantes 3D, mais en fait pas qu'imprimantes 3D, ils font aussi du laser et du fraisage, notamment autour donc, de la Snapmaker 2 et de l'artisan. Ils font aussi un graveur laser séparé, une imprimante aussi à part, et ils annoncent voilà une nouvelle imprimante multicouleur, en fait 4 couleurs, mais la différence par rapport à leurs autres imprimantes, l'artisan supportait déjà 2 couleurs, système de double buse, mais là effectivement on est sur, voilà, vous le voyez au niveau de l'écran, 4 bobines de filament. Vous allez dire, bah ouais Thomas, mais bon, quoi de neuf? Il y a déjà d'autres machines qui proposent du multicouleur, t'en présentes déjà toi-même sur ta chaîne. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous en rappeler, moi je suis pas très fan des imprimantes multicouleurs, multimatériaux, parce que c'est très lent pour l'impression 3D et ça crée plein de petits cacas, de petits déchets d'impression 3D, ce qui fait que j'ai tendance à délaisser les choses. Je vous cache pas, j'ai une imprimante à côté de moi, la multicouleur, je suis en train de tester, donc je suis pas contre, mais et voilà. Et donc, cette U1, en quoi elle est intéressante? C'est qu'en fait, c'est une imprimante 3D qui propose 4 têtes d'impression avec un circuit dédié, on va dire isolé, pour chaque bobine que vous allez mettre au niveau de la machine. Alors, ce n'est pas la première imprimante à proposer ça. La plus connue reste la Prusa XL, qui est voilà une imprimante qui est plutôt grand volume, Core XY, qui propose donc jusqu'à 5 têtes d'impression. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a Wonder Maker, marque totalement inconnue, on va dire, qui est sortie avec un Kickstarter. Ils ont levé 800 000 € pour proposer une machine, c'est pareil, similaire, avec un système multi-têtes d'impression qui vont se remplacer, vont s'interchanger, si on peut dire, pour imprimer les différentes couleurs. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il va justement limiter au maximum la perte de filaments. Vous avez donc un filament par tête, ce qui veut dire que les têtes vont changer et vous allez gagner énormément de temps et avoir beaucoup moins de déchets. Alors, je ne vous cache pas que il y avait déjà des rumeurs qui traînaient sur Internet. Je vous montre, voilà ici, typiquement un post sur Reddit il y a 3 mois. D'ailleurs, je crois que j'ai partagé ça sur le serveur Discord, avec notamment une collaboration d'Xtool et Snapmaker d'une imprimante 3D. Vous savez que j'aime beaucoup Xtool comme marque de, notamment graveur laser, etc. C'est vraiment, je trouve que j'aime beaucoup ce qu'ils font comme machine. Et là, je me dis avec Snapmaker, pourquoi pas? Alors, j'ai des petites rumeurs aussi que Xtool aura peut-être des parts chez Snapmaker. Enfin bref, ça c'est un petit peu, il y a peut-être des collaborations à se faire. Et voilà, on avait déjà de quoi discuter. On voyait déjà le système, alors 3 supports plus celui de l'imprimante pour avoir justement du multi-tête, ce qui était assez intéressant, mais bon, sans plus. Avec d'autres petits messages où, voilà, il y avait une autre photo, avec notamment une imprimante sous clipper, je vois alors du chinois, vous m'excusez, je ne connais pas, apparemment compatible avec Orca, il y a du Luban, et surtout, vous avez ici le volume d'impression 270 par 268, 270 on va arrondir, par 270, voilà, donc 4, j'imagine 4 têtes ici, et compatible avec Luban. Luban, c'est leur propre slicer, mais depuis, ils travaillent à avoir une version d'Orca optimisée pour leur propre machine. Donc vous voyez, il y a toutes ces rumeurs-là, mais au final, il n'y a plus de Xtool, il n'y a plus que Snapmaker. Le pourquoi du comment, bref, peu importe. Et on va regarder maintenant un petit peu ce qu'ils annoncent. Alors, attention, c'est du teasing, il n'y a pas le prix, par exemple, de la machine. J'en parlerai sur la fin. Vous voyez ici quelques petits exemples de projets avec le temps d'impression, la quantité de filaments et ce qui a été économisé à chaque fois. Par exemple, ici, on a 44% de temps qui ont été économisés, 58% de filaments. Là, ici, on est pire, 83% de temps gagné. C'est gigantesque, là, 65%. Bref, pas mal d'avantages avec justement des exemples, voilà, multicouleurs, les supports, etc. etc. Et justement, ce que je disais il y a quelques instants, ce qu'ils annoncent eux le plus intéressant, c'est d'imprimer beaucoup plus rapidement, jusqu'à 5 fois plus rapide en multicouleur avec 0 purge. Alors attention, il n'y a pas 0 purge, il y a quand même, on le voit à certains moments, une tour de purge, mais pas ces petits cacas. Et encore, et ça c'est à voir au niveau du slicer, enfin la partie logicielle, peut-être qu'on pourra purger dans le remplissage du modèle directement. Ils annoncent un remplacement de tête en 4 secondes, vous voyez ici, je vais montrer la vidéo par la suite, et là dans l'immédiat, voilà, vous avez, là ils montrent très rapidement ce remplacement. Alors là c'est la tour de purge que l'on voit ici apparemment, et le design du modèle, ce qui est quand même assez cool parce que 5 secondes, même s'il faut rajouter la purge, le temps de cette purge, sur une tour de purge simple, ça va durer 5 secondes, donc 10 secondes en étant généreux,
par rapport à des fois il faut 1 à 2 minutes pour faire une purge complète sur une machine multicouleur classique, ça va être, je dirais, forcément intéressant point de vue temps. Au niveau de l'impression, quelques specs annoncés, avec une impression jusqu'à 300 mm par seconde. Alors il y en a qui vont plus vite, mais au final je préfère imprimer plus doucement, mais que ça marche bien. La qualité soit là, des déplacements à 500 mm par seconde et une accélération assez standard maintenant de 20 000 mm par seconde au carré. Je rappelle qu'elle est horizontale sur le plan, l'accélération, pour ça qu'on parle du carré. Bon, au niveau du purge, j'en ai déjà parlé il y a quelques instants. Et le petit point un peu technique, voilà, parce qu'on a fait un truc mieux que les autres, ce qu'ils aiment bien faire en général, que la tête d'impression de la U1 a du Eddy Current Sensors. En fait, c'est pas du Eddy, enfin en français, c'est des capteurs de courant de Foucault. J'ai fait un coup de traduction, je ne sais pas ce que c'est, mais au final, ça veut dire que vous savez, vous avez 4 têtes d'impression. Le tout, c'est que ces têtes-là, elles soient toutes alignées bien comme il faut pour que les impressions enchaînent. Et là, ce qu'ils annoncent, tout du moins, alors il y a un petit numéro 4, je ne suis pas allé voir, mais qu'il y aura un décalage sous les 40 microns, 0,04 mm, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des petits décalages. Attention, je ne vous cache pas que 40 microns, quand on fait de l'impression 3D résine, des fois on peut voir ces lignes qui peuvent sauter. Maintenant, à voir concrètement un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, faut espérer que ça soit bien. Et après, il y a toutes les fonctions assez classiques d'une imprimante 3D filament. Vous avez bien évidemment l'input shaping pour justement régler un petit peu le côté inertie, les vibrations, tout ce qui va à côté. Vous avez le pressure advance pour la gestion justement de la sortie de votre filament par rapport aux angles, etc. Enfin bref, toutes ces choses assez classiques. Bien évidemment, vous aurez une première couche, la plus belle, comme tout le monde l'annonce. Franchement, dans l'ensemble, vous voyez que ça marche vraiment partout. Alors bon, il y a quelques petites statistiques. Vous pouvez envoyer un petit email pour être mis au courant. Je passe juste sur YouTube pour voir un petit peu la vidéo donc de teasing. Je vous dis dès maintenant, je vais arrêter à certains moments pour commenter certains petits points. Vous remarquez dès le début où j'étais un petit peu rapide que voilà, sur l'image donc de lancement, bon on a quand même beaucoup de choses qui sont des bibelots, pardon, de la décoration, des petites figurines et ce genre de choses. C'est ce qui plaît aux gens, c'est ce qui fait vendre. Maintenant, il y a quand même plein de specs, on va voir un peu plus par la fin, qui seront intéressants pour les gens aussi qui font du design produit. Donc ne vous focalisez pas que sur le côté très coloré des choses. Bon, c'est normal, ils font du multicouleur, mais surtout du côté très artistique de la présentation. Vous m'excusez, je suis en train de crever. Et donc, bien sûr, là, ils vont faire voilà, pas de petit caca. Snapmaker, alors juste, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, juste pour vous dire, j'étais un petit peu rapide, mais on a un design vraiment, le côté très... Alors j'imagine c'est de l'alu, enfin ça donne un petit peu l'impression, peut-être pas. Hein. Le coin vraiment arrondi comme ça fait un petit peu quand même Bambu Lab, les X1 en particulier. Et vous remarquez quand même que le volume, tout à l'heure je disais 270 par 270 par 270, donc on est sur un petit volume. N'oublions pas quand même qu'elle doit être plus profonde au niveau de on va dire la place que prend la machine, parce que ce système de remplacement de tête prend forcément la place sur la profondeur. Donc on est quand même un volume relativement grand, mais vous voyez ici par rapport aux bobines, ça reste une machine relativement compacte. Donc vous voyez le logo Snapmaker, hop, c'est un petit peu rapide. Voilà, ici je crois qu'on le voit par la suite. Bon là il monte un petit peu l'ensemble, voilà. Vous avez aussi le système directement d'entraînement du filament qui part ici. Donc on a la bobine numéro 1, la numéro 2. Vous regardez le truc sur le côté, pour ceux qui ont une Bambu Lab, une A1 avec l'AMS Mini, ça ressemble beaucoup à leur système pour tenir, on va dire, le filament. Et donc je voulais vous dire, c'est que voilà, là c'est pas l'extrudeur, hein, c'est vraiment histoire d'entraîner le filament jusqu'à la tête. Vous pouvez donc mettre directement vos filaments. Un petit point que je vais vous dire qui moi me chiffonne très légèrement, je vais revenir par la suite parce qu'on va parler de filaments un peu plus techniques. Là il n'y a pas de, notamment, enfin on peut pas mettre un tube PTFE, c'est-à-dire que vous avez un dryer externe pour des filaments techniques, on ne pourra pas vraiment l'accrocher, on pourra toujours bidouiller un truc, mais c'est un petit peu dommage. Voilà, donc au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, bien sûr on a les différentes couleurs, les icônes de réglage, on a bien sûr le Wi-Fi, on a l'adresse IP locale à cet endroit là, c'est évident qu'il y a le Wi-Fi, et là cette icône là me fait penser sûrement un icône de caméra, donc j'imagine qu'il y a une webcam à l'intérieur. Vous avez ici la température de la buse numéro 4, vous avez la température, j'imagine, du plateau, mais chose intéressante, vous avez aussi la température à l'intérieur de la machine.
mais n'oublions pas, je ne sais pas comment c'est fait, mais à cause du système de filament qui passe sur le dessus, je pense que le dessus est ouvert, ce qui va tout de suite limiter certains filaments techniques. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas isoler complètement la machine. Voilà, bon, après le reste, il y a des menus, ce genre de choses. Interface relativement simple, ils annoncent la vitesse. Alors on voit au niveau de l'impression 3D que la tête a l'air relativement simple, on voit la buse forcément qui est sur l'arrière. On voit pas, tout du moins au niveau là, de l'image, des capteurs comme des lidars, des genres de choses. J'imagine que la buse doit servir effectivement de capteur, notamment pour faire le réglage du plateau. Ça, voilà, ça reste que de la spéculation au niveau de l'impression. Alors, vous voyez ici, on va voir, je vais le laisser tourner, le remplacement de tête environ à 5 secondes. Et vous allez voir que le 5 secondes s'arrête lorsque la machine part légèrement sur le côté pour aller vers la tour de purge. Autre point que je constate ici, au niveau des axes donc en X, là ici, on a des tubes en carbone, donc inspiration j'imagine bamboulable à X1C. Bon, honnêtement, avec du temps, j'ai envie de dire, les rails linéaires ça marche très bien, enfin il y a vraiment d'autres solutions. Le carbone, est-ce que c'est la meilleure solution au niveau de la poussière, l'usure, etc. Je suis pas convaincu vraiment des choses. Voilà, bon après des gens qui sont plus experts que moi qui pourront en discuter. Regardez bien sur l'arrière, là ici la tête va aller parquer directement la tête d'impression, aller en prendre une autre et va repartir pour lancer l'impression. C'est assez rapide. On remarque qu'il y a ici en bas, je sais pas ce que c'est des petits poop collectors, et des petits trucs comme ça ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc peut-être qu'il y a une espèce de pré-purge ou quoi que ce soit, on ne le voit pas vraiment sur les vidéos. Donc voilà un petit peu pour les ensembles. Vous avez un éclairage comme ça apparemment latéral. Je vois pas de ventilation. Alors il faudra peut-être augmenter un peu les couleurs et ce genre de choses, enfin la luminosité. Au niveau de la machine et surtout ce que je disais il y a quelques instants, vous voyez ici, il n'y a pas moyen vraiment de fermer la machine. On peut peut-être isoler un petit peu les choses, mais vous voyez la tête d'impression semble être plus haute que le dessus de la machine. Maintenant, vous voyez les petites marques qui apparaissent ici et là sur le côté, et alors même vous voyez les petits renfoncements ici et là à l'arrière, des petits connecteurs. Donc c'est pas impossible qu'optionnellement parlant il y ait vraiment une espèce de grand couvercle beaucoup plus haut à mettre par-dessus la machine, et là dans ces cas-là ça peut effectivement offrir la possibilité d'imprimer des matériaux beaucoup plus techniques. Maintenant, quels sont les types de buses, le type d'extrudeur, est-ce que ça peut résister à des matériaux plus ou moins abrasifs, ça franchement on en sait rien. Bref, je reviens sur le changement directement ici. Vous voyez, on a le parc de la tête, la deuxième, déplacement latéral. Vous voyez, 5 secondes, c'est fait. Et puis voilà, je reviens dessus pour vous le remontrer. Voilà, assez rapidement, ça imprime. C'est parqué, on va récupérer l'autre déplacement latéral, on enlève du parking et hop, voilà, c'est prêt et on va lancer l'impression. Et là, vous avez bien évidemment, je vais vous l'arrêter, mettre en pause ici, la comparaison obligatoire. Vous remarquez, on n'est pas sur une marque de multicouleur, enfin une marque, j'ai envie de dire, on est sur une Voron avec le système de remplacement de, enfin j'ai un multicouleur, on va dire open source. Bon, voilà, ça je peux encore comprendre les choses. C'est le même modèle, bien évidemment, la U1 est beaucoup plus rapide que la Voron. Maintenant, j'ai envie de vous dire, bon, faut peut-être voir, la Voron peut-être pas aller quand même beaucoup plus vite, c'est quand même des points de machine, on a la même au bureau, pas le système multicouleur, bref, on est quand même sur, voilà, la comparaison. Le petit point, quoi qu'il se passe, qui va jouer en défaveur de ce genre de système, c'est-à-dire mono, bus d'impression, c'est quelle que soit la rapidité, la performance de votre machine, à cause de la purge des filaments, vous serez obligatoirement énormément plus long. Je vous montre un petit exemple. Voilà, imprimé juste là sur une autre imprimante multicouleur. Là, j'ai 30 minutes d'impression. Là, je sais plus, j'ai 6 heures d'impression. Voilà, c'est le même modèle. J'ai juste 4 couleurs là-dessus et une seule couleur ici. Ce qui veut dire que là, j'étais passé de peut-être 30 minutes à peut-être 40 minutes pour imprimer quelque chose comme ça, allez, même 45 minutes. Là, 45 minutes, si en plus j'en fais plusieurs sur un plateau, donc j'optimise finalement le temps d'impression, ça va valoir le coup. Bref, pour dire que bon, ça reste de la comparaison, vous gagnez beaucoup de temps, et vous le voyez justement ici, ce qui monte, là vous avez la tour de purge, une tour de purge aussi de l'autre côté, ce qui est quand même nécessaire en plus de tous ces petits caca, et énormément de caca que vous avez au niveau de l'impression. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et je voulais vous dire, voilà, je fais une pause, j'en parlais tout à l'heure justement de ces filaments techniques et tout ce qui est possible. Par exemple, là vous avez de l'impression en PLA et PETG, ou PETG. C'est quoi l'intérêt? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le PLA, le filament PLA, le filament en PETG, ça n'accroche pas ensemble. Donc très souvent, on va imprimer les supports
dans une matière et le modèle dans l'autre matière, ou des fois que l'interface, c'est-à-dire que la petite surface entre les supports et le modèle 3D. Et ce qui veut dire, là, si par exemple vous faites vos supports en PETG, votre impression en PLA, ces supports vont s'enlever très rapidement. Le problème des impressions, des imprimantes, je dirais monotête multicouleur, donc une seule buse et donc ces purges, etc., c'est que vous avez potentiellement rapidement de la pollution. Lorsque vous purgez, c'est peut-être pas assez bien purgé. Dans mon test de la K2 Max, je le montre notamment, où j'ai imprimé justement avec du PETG et du PLA, et j'ai de la pollution, et en fait ça a craqué mon modèle. C'était quand même pas top, pas assez de purge en fait, tout simplement. Là, ça n'a pas posé de problème. Le PLA va être dans une tête dédiée et le PETG dans une autre tête dédiée, donc pas de pollution, et donc ça a forcément marché beaucoup mieux. Bien sûr, l'impression multicouleur, PLA, aucun problème. En dessous, vous avez du TPU. Et c'est là, justement, que les choses sont assez intéressantes. C'est que les imprimantes multicouleurs, mais monotêtes, qui supportent le PLU, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours un peu problématique. Il faut des PLU assez spécifiques. Là, on est directement sur tête d'impression, je pense, Direct Drive, tout à fait classique. Alors, attention, je précise bien, la tête d'impression se trouve a priori entièrement sur l'arrière. Le système avant consiste juste à effectuer tout ce qui est déplacement, la ventilation et tout. Donc vous voyez, c'est quand même un gros bloc, ce qui veut dire que voilà, le filament arrive directement ici, est extrudé, est entraîné par l'extrudeur, la buse se trouve directement en dessous, et puis voilà, donc sans aucun problème. Ce qui veut dire que il y aura normalement pas de problème à faire des matériaux flexibles comme du TPU. Et enfin, dans la même lignée que ici le PLA et le PETG, vous avez donc le PLA et le PVA. Le PVA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un filament qui est soluble à l'eau. Donc très souvent, on va imprimer des supports très complexes en PVA. L'impression est terminée, hop là, on met ça directement dans de l'eau, ça va se dissoudre et vous aurez une impression nickel sans marque de support. Le petit problème du PVA, forcément, il faut deux têtes, c'est quand même mieux pour imprimer ça. Le problème du PVA, vous vous rappelez au début, je parlais du dryer et avec ce système de connexion à côté, ouais, ça craint énormément l'humidité. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément l'humidité. Il est censé se dissoudre avec de l'humidité, de l'eau. Effectivement, il faut imprimer ça avec un dryer. C'est pour ça que d'avoir directement un dryer connecté à l'arrivée du filament va être important pour ces filaments techniques. Vous vous rappelez aussi au début, je disais, on voit beaucoup d'objets très créatifs, des bibelots, des figurines et tout. Vous faites des objets plus de conception, de design, des pièces fonctionnelles. Le PVA peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment les trucs très très cool sur cette machine-là. Donc voilà un petit peu pour cette présentation d'ensemble au niveau de la machine. Voilà, c'est un Kickstarter. On n'en sait pas plus, on ne sait pas le prix. Je n'ai aucune idée quand ça va être annoncé, le début du Kickstarter, quand ça va être surtout livré auprès des utilisateurs. Est-ce que d'autres marques vont proposer des choses similaires ? Ça, je n'en sais rien. Ça va vraiment être à voir. Maintenant, de mon avis, Snapmaker, c'est une marque quand même qui a une bonne réputation au niveau du hardware. Il y a quand même sa communauté. En termes d'impression 3D, je ne peux pas vous dire ce que valent les dernières imprimantes 3D. Je ne les ai pas testées. Je n'en sais rien. J'ai vu que des gens qui attendaient des mesures de firmware et ce genre de choses. C'est à voir. Je sais qu'ils ont leur logiciel, donc voilà, Luban. Mais ils passent sur Orca parce que Luban, il est très bien pour l'écosystème, notamment, on va dire un peu laser, la CNC, surtout quand on se lance, mais vous êtes un peu plus exigeant pour le côté notamment impression 3D. Franchement, Orca, c'est beaucoup mieux. Et surtout, là, avec du multicouleur, c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que cette U1 va être un peu l'entrée finalement de Snapmaker dans un monde de l'impression 3D, alors sans aller dans le côté trop élitiste, mais un peu plus haut de gamme, mais peut-être qualitatif? Ça va vraiment être à suivre. J'ai vraiment envie de voir un peu l'évolution. Maintenant, dites-moi en commentaire, pour vous, vous pensez que c'est quoi, comment ça va coûter ce genre de machine en Kickstarter ou en prix final? Est-ce que ça vous intéresserait de passer à ce genre de machine multitête, autant celle-là que la Wonder Maker ou la Prusa XL par exemple, parce que voilà, je dis c'est la troisième machine entre guillemets la plus vue à proposer ce système de multitête. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait quand même assez intéressant. Et puis comme d'habitude, posez vos questions en commentaire, les questions un peu plus généralistes. Likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager cette news à droite à gauche. Et puis n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Et moi je vous fais des très gros bisous, à très bientôt, bye bye.